J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, on est en live, vous le savez, du coup là je fais la petite intro pour YouTube, mais on va parler aujourd'hui de s'entraîner sur Star Wars Unlimited. Probablement que vous allez voir la rediff, peut-être même tout simplement du live, mais j'ai décidé d'en faire un cut qui va venir sur YouTube aussi proprement, plus qu'au milieu d'un live comme ça. Et donc vous voilà là-dedans. J'ai décidé, on m'a posé plusieurs fois la question en fait, de comment on fait pour s'entraîner sur Star Wars Unlimited. Quand on est débutant, etc. Mais aussi, peut-être à des niveaux supérieurs, ça peut vous intéresser. Moi, j'ai pas la prétention d'être un très gros joueur, hein, donc pas du tout. Genre, vous le savez, je suis clairement pas un très gros joueur. Mais bon, j'ai quand même une bonne idée de comment ils s'entraînent, même si je vais plutôt parler des débutants plus que des joueurs avancés, voire des meilleurs. Mais voilà, on va essayer ensemble aussi d'en parler un petit peu dans le chat. Évidemment, pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à réagir pendant la présentation. On pourra aussi en parler ensemble. On va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps, j'essaie de vous faire une présentation un petit peu rapide. En gros, s'entraîner sur Star Wars Unlimited, je distingue trois niveaux de joueurs. Ok, je distingue pour l'instant trois niveaux de joueurs. Je vais vous expliquer ça. Pour l'instant, on a donc trois niveaux, je disais, débutant, avancé ou pro. Donc débutant, vous l'avez compris, de toute façon c'est clair pour tout le monde, c'est ceux qui vont démarrer le jeu, qui ça fait 2 semaines qu'ils ont découvert le jeu, etc. Je sais pas, ça fait pas très longtemps, ils ont tenté des petites choses, des petites games, ils connaissent un peu les règles du jeu, mais il y a peut-être d'ailleurs des points de règles encore à éclaircir, il y a ils connaissent pas non plus les decks, etc. Enfin, voilà. Ça s'adresse à vous si vraiment vous découvrez le jeu, ou si vous l'avez découvert par exemple au 7-1, mais que vous êtes arrêté pendant des mois et des mois, et mais n'ayant pas joué énormément. Enfin bref, en gros, ça dépend complètement de votre quantité de jeu, hein, quantité en termes d'heures. Si vous n'avez pas accumulé beaucoup d'heures d'expérience du jeu, bah, vous êtes plutôt débutant et du coup ça s'adressera plutôt à vous. Ensuite, ce que j'appelle le niveau avancé, je me considère comme un niveau avancé et tous ceux qui ont joué au jeu depuis un certain temps, qui ont participé à plusieurs tournois, etc., on peut considérer qu'ils ont un niveau avancé, un niveau en gros de connaissance du jeu correct, de quasiment toutes les cartes, etc., à peu de choses près où on se souvient plus du nom ou de l'effet exact, mais voilà, en gros, on a des bonnes idées de que font à peu près toutes les cartes, on a des bonnes idées de comment fonctionnent à peu près les decks, voilà, ça c'est le niveau avancé, donc on a des résultats qui peuvent être relativement bons d'ailleurs à certains moments, etc. Maintenant, ce que j'appelle pro, c'est évidemment, il n'y a pas de circuit professionnel du jeu, c'est pas ce que je veux dire par pro, c'était juste pour distinguer entre, on est à un niveau avancé où on peut être un bon joueur d'ailleurs, et ce que j'appelle les pros, c'est ceux qui font vraiment régulièrement des top 8, qui ont gagné plusieurs Planetary Qualifiers, ou en tout cas qui arrivent très régulièrement, voire en top 4. Ok, c'est vraiment des joueurs qui se butent au jeu, entre guillemets, enfin, vous voyez, qui passent vraiment beaucoup de temps à faire d'ailleurs des choses qu'on va évoquer tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour vous indiquer un petit peu comment je classifie euh, les niveaux des joueurs pour cette présentation. Euh, et pardon, j'ai oublié de faire ça, voilà. Et en fait, je voulais aussi parler un petit peu de votre expérience d'entraînement sur Star Wars Unlimited si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de partenaire de jeu physique ou même en ligne, si vous avez un pote parce que vous êtes mis à jouer avec un pote et du coup vous jouez régulièrement un peu dans mon cas par exemple, notamment au début de Star Wars Unlimited où je jouais plutôt avec Guillaume par exemple, et bon, j'ai fini par me faire un cercle d'amis. Donc mon cercle d'amis du jeu est assez étendu maintenant, mais vous voyez que on commence plutôt seul, voire avec un pote. Et puis après, il y a aussi comment on s'entraîne quand on rejoint une team. Vous allez voir qu'entre avec un pote et en team, c'est quand même relativement proche. Mais on va aborder tout ça. Mais voilà un petit peu les petites catégories que je voulais aborder aujourd'hui dans la présentation. Alors, Shinigami qui demande sur. On dit bonjour à Jiggy et Thomas, bien sûr, qui sont arrivés dans le chat. Et Shinigami qui dit ça rentre peut-être dans le thème, mais j'aimerais comprendre le game plan et comment comprendre le fil d'une partie. Ok. Alors, pour le coup, Shinigami, ce n'est pas le sujet que je vais aborder. Ok, je vais pas présenter ça. Ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. Surtout que le game plan et comment comprendre le fil d'une partie, c'est assez propre à justement le deck que tu vas jouer ou le deck que ton adversaire va jouer. Parce qu'un game plan, ça dépend complètement du deck qui est joué quand même. Et contre qui tu joues. Bref, ça dépend du match-up. Donc ça, je rentre pas vraiment dans les détails des match-up aujourd'hui. Je parle plus de manière générale, ok, mais tu vas comprendre. Euh, mais c'est un sujet qu'on pourra aborder. Du coup, moi, je vous propose de parler de... attends, j'ai fait quoi?
D'accord. Bon, bref. Je sais pas si. Je crois que j'avais bien mis cette slide, tout va bien. Donc, on va passer à la slide suivante. S'entraîner. Ah oui, non, parce qu'il y a deux fois la même. Ok. Ok, je viens de comprendre. Il y a pas de souci. Un débutant. Donc, s'entraîner quand on est débutant. Donc, moi, ce que j'en dis, c'est que. Donc, on confirme, hein, un débutant, c'est vraiment un joueur qui a peu d'expérience de jeu, qui a, en termes de temps passé à jouer au jeu. Et du coup, quand on va parler d'entraînement, donc là, s'entraîner, la première chose que je peux dire, c'est jouer au jeu. C'est jouer vraiment faire beaucoup de parties, c'est encore et encore, même c'est enchaîner les games pour vraiment découvrir un maximum de cartes, pour découvrir un maximum du jeu en fait. La première des forces dans un jeu, c'est la connaissance du jeu. J'ai un exemple très concret aussi avec par exemple League of Legends. Je ne sais pas si vous connaissez League of Legends, mais c'est si justement si vous ne connaissez pas trop League of Legends et que vous voulez vous mettre à jouer, bah, la première chose à faire c'est d'essayer de connaître un maximum d'informations venant du jeu et qui sont importantes à avoir pour jouer. Donc évidemment, il faut connaître les règles, mais les règles, ça suffit pas. Il faut aussi juste connaître l'ensemble des cartes, par exemple, hein, majoritairement les cartes et les effets des différentes cartes, justement, pour pouvoir s'améliorer. Il vaut mieux augmenter nos connaissances. Donc faites un maximum de parties encore et encore, et du coup, on ne parlera même pas des match-up en particulier, et même avant de se dire on s'entraîne avec un deck pour bien le connaître, il faut juste faire des parties parce que la connaissance du jeu, c'est vraiment le premier point qui fait la différence entre deux joueurs. Ok, un joueur qui connaît très bien toutes les cartes et qui sait quelle carte vous pourriez jouer en face de vous, alors que vous ne connaissez pas ce qui peut être joué en face, ça va tout de suite faire une différence et il y en a un qui va forcément prendre de meilleures décisions que l'autre. Donc moi, je vous suggère de commencer avec des listes qui sont déjà établies. euh, Parce qu'au début, s'aventurer dans le deck building, c'est une activité qui est vraiment à part entière, ok. Et qui, en gros, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis que si vous, en gros, si on parle de découvrir le jeu pour un débutant, je trouve qu'il est bon de jouer avec des listes qui sont déjà éprouvées, par exemple et qui sont censées être performantes. Parce que du coup, ça veut dire que si la liste, elle est bonne, si le deck est bien construit, etc., mais que vous n'êtes pas forcément performant, que vous avez plutôt tendance à perdre avec ce deck, c'est que c'est bien le joueur qui doit progresser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, merci Thomas qui prend son T1 à nouveau, je crois, hein, qui s'est abonné. Je vois pas exactement ce qui se passe, mais est-ce que tu as pris 3 T1 d'un coup? Ou est-ce que c'est ton troisième T1? J'ai pas forcément bien compris, mais en tout cas, merci pour l'abonnement. Du coup, et normalement, c'est censé monter le niveau du tirage prestige, mais bon, ça l'a pas fait, bizarre. Euh, pour le coup, Asmodée lance une opération en septembre pour faire découvrir le jeu en boutique et repartir avec 6 boosters gratuits. Ah bah ça c'est très très cool, donc ça c'est une bonne solution aussi si vous voulez découvrir le jeu. Euh, Ok, c'est ton troisième terrain, merci beaucoup. Donc bah voilà, bah, vous avez aussi en plus cette possibilité-là potentiellement en boutique, en tout cas une opération d'Asmodée pour faire découvrir le jeu aussi aux débutants. Parce que là, plus le jeu aura vécu et plus il est difficile d'entrer dans le jeu. Mais on sait aussi d'ailleurs qu'au-delà de septembre, je crois que c'est en octobre ou novembre, il y a la bataille de Hoth qui va sortir, une boîte de découverte du jeu aussi qui est évidemment excellente. Mais là, c'est vraiment pour c'est pas juste tes débutants, c'est tu ne connais rien au jeu et tu vas découvrir le jeu. Là, l'idée, c'est pas de découvrir le jeu, c'est tu as découvert le jeu, ok, tu sais jouer au jeu, tu connais un peu les règles et tu veux progresser. Et ben voilà ce que je propose, c'est de prendre des decklists qui existent, etc. Euh, je trouve qu'il est. euh, Ouais, pardon, je relisais mes notes, et je disais que c'était important de jouer avec des decklists existantes pour jouer avec des decklists qui sont déjà éprouvés, et donc ça permet de savoir ce qu'il y a, euh, de savoir quel est le problème. Est-ce que c'est la liste ou est-ce que c'est le joueur? Bon, bah là, c'est pas la liste, quoi. Parce qu'évidemment, si vous commencez à jouer avec, par exemple, les decks de démarrage, mais que vous prenez le deck de démarrage et vous jouez en compétition, vous jouez même sur Karabast, les decks de démarrage sont très mal construits et du coup, vous allez vraiment pas passer un bon moment où vous allez perdre énormément de games parce que les decks de démarrage sont nuls. Et par rapport notamment à des decks, même un deck qui n'est pas méta mais qui a été construit et pensé pour être plus performant qu'un deck construit, qu'un deck de démarrage, vous allez quand même vous faire rouler dessus.
Et donc, la majorité des joueurs jouent avec des decks qui sont pas les decks de démarrage, quoi. Donc, prenez une liste qui fonctionne, et comme ça, si vous voyez que vous êtes performant avec, bon, bah ça y est, vous avez quand même déjà dépassé un certain stade. Si vous n'êtes pas performant avec, c'est qu'il y a encore à progresser, peut-être au niveau de vos décisions, etc. En tout cas, ça permet de diagnostiquer un petit peu votre niveau de joueur. Euh, et donc, en parlant de connaissances, moi, je propose de. Enfin, je vous suggère notamment de. En fait, c'était la ligne étoffer vos connaissances. À la base, j'ai changé les deux, mais bref. Étoffer les connaissances, c'est en gros passer à l'étape suivante de juste connaître le jeu. C'est aussi d'essayer de connaître toutes les cartes. Alors, c'est très difficile. Il ne faut pas se buter non plus pour connaître chaque détail de chaque carte. Parce qu'il y a maintenant plus de 1000 cartes qui sont sorties. Donc, c'est de toute façon impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais genre c'est pas la peine parce qu'il y a tellement de cartes qui sont d'ailleurs pas jouées et pas très fortes et donc inutiles à retenir. Bah faut pas se surcharger de 1000 cartes voilà. Mais en vrai dans la progression quand t'es débutant, c'est le moment où tu te dis en fait, faut comment dire euh, dans la j'ai écrit quoi? J'ai écrit que en gros quand t'arrêtes de te dire quand t'es débutant, en gros, il y a souvent où tu vois le joueur en face de toi jouer une carte et tu dis attends, ça fait quoi déjà ça? Bon, quand t'arrêtes de te dire ça et que tu te le dis quasiment plus du tout, ou c'est attends, je sais ce que c'est, mais vite fait, je regarde exactement le texte de la carte, tu vois, ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que tant que tu te dis attends, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Attends, qu'est-ce que t'as joué? Attends, ce leader, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, c'est que pour l'instant, t'es encore pour moi dans un niveau débutant, justement, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas encore dans un niveau avancé du jeu, et donc il va falloir continuer à juste engranger des parties jusqu'à connaître ces cartes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le problème. C'est exactement le moment où moi j'ai commencé à jouer sur Karabast ou sur Petranaki. On va en parler juste après. J'allais en parler juste après d'ailleurs. Et du coup, vous voyez, c'est juste ça. C'est un outil évident. C'est Karabast et Petranaki, c'est hyper bien parce que c'est un outil donc en ligne. Hein, c'est sur votre navigateur. C'est facile, c'est rapide. On peut jouer dès qu'on a une connexion en gros. Et c'est parfait pour enchaîner les parties justement et tester plein de decks différents et tout. Et en gros, au début, Karabast et Petranaki, c'était même un petit peu difficile de rentrer dedans quand j'ai commencé à jouer dessus, parce que ça va très vite. Tu vois à peine les effets en fait. Quand quelqu'un joue un événement, la carte elle est directement envoyée en défausse. Alors il y a un moment donné, il y a un encart où il y a marqué, où il y a la carte qui s'affiche pour qui vous indique quelle carte vient d'être jouée. Mais en fait, des fois les effets sont tellement rapides que tu as ton unité qui a disparu et tu sais même pas trop ce qui s'est passé. Il faut lire le chat pour vérifier quelle carte il a joué ou dans sa discard ou machin, tu sais pas trop. Et puis le joueur, enfin les cartes sont pas affichées entièrement, donc ensuite il faut te repérer pas au nom de la carte, mais en tout cas à l'image de la carte, à l'illustration, et donc forcément ça c'est pas évident. Mais plus tu vas jouer, plus tu vas les voir, et plus en fait ça va devenir naturel, et donc au final tu augmenteras tes connaissances du jeu, tu connaîtras toutes les cartes. Du coup, dans le cas des débutants, Karabast ou Petranaki, c'est plutôt une bonne idée, et surtout Petranaki parce que il y a dans Petranaki la possibilité d'annuler sa dernière action. Et donc c'est parfait quand on fait des misclics, notamment au début, sur Petranaki et Karabast, où on ne maîtrise pas forcément le logiciel. Pouvoir revenir en arrière, c'est aussi intéressant. Par contre, moi, ce que je vous suggère en tant que débutant qui joue sur Petranaki ou sur Karabast, en tout cas sur Petranaki, je vous suggère de vous interdire le retour en arrière quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. C'est le meilleur. Faire une erreur, c'est le meilleur moyen de progresser du moment que vous la reconnaissez et que ensuite vous vous dites ok, j'aurais dû faire ça plutôt dans cette situation. Là, vous allez beaucoup plus apprendre que si vous faites le retour en arrière et que en fait vous jouez ensuite le bon truc. Ça, c'est vraiment pas. D'ailleurs, en plus, c'est pas très cool en vrai sur le jeu. Moi, quand quelqu'un fait ça, ça me saoule. Bon, du coup, je joue sur Carabas, donc c'est plus possible. Mais bref, sur Carabas, il n'y a pas le retour en arrière, donc vous avez pas ce souci. Donc, en tout cas, dans un souci de s'entraîner pour progresser, arrêtez de revenir en arrière quand c'est juste pas un misclick que vous n'avez pas fait exprès. Euh, Bref. Et donc, pour terminer avec Karabast et Prenakis, ce sont des super outils pour pouvoir enchaîner rapidement des parties. Mais dès que la partie est terminée, on joue sur requeue et du coup, on relance une game. Donc, vu que les actions sont hyper fluides et il y a aussi beaucoup de choses qui sont automatiques, ça c'est le côté un peu négatif de Petranaki et de Karabast, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques, par exemple le jeton force, le jeton initiative, tout ça c'est automatique, on n'a pas les déplacements des objets, etc. Il y a des triggers par exemple qui sont rappelés à chaque occasion, par exemple le trigger de Queenlan ou de Cat Bane. Bon, si vous êtes débutant et que vous connaissez pas, bah, regardez, c'est les leaders Cat Bane et Queenlan.
je vais pas vous les montrer là, mais allez peut-être vous renseigner. Mais en gros, ils sont capables, dans certaines actions qui se passent pendant la partie, on peut, en même temps qu'une action qui vient de se dérouler, incliner notre leader pour faire une action, pour faire une action supplémentaire, pour qu'il se passe quelque chose. Et du coup, sur Karabast et Petranaki, c'est rappelé. C'est tu fais quelque chose, ça peut déclencher ton effet de leader, et donc il y a un message qui arrive, est-ce que vous voulez déclencher votre effet de leader? Bon bah ça, pour le coup, c'est plutôt une mauvaise chose pour votre entraînement si jamais vous allez jouer en tournoi, si vous allez jouer en physique. Il faut aussi jouer le maximum en physique, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas toujours toutes les cartes, tous les decks qui sont montés et tout, mais mine de rien, jouer en physique c'est hyper important parce que bah, notamment l'effet de leader, on l'oublie si c'est un trigger du type Quidlan et Cat Bane par exemple. Prendre le jeton initiative, mettre les dégâts sur nos unités, prendre l'unité, la mettre dans notre défausse, tout ça, c'est des trucs qu'on doit faire physiquement qui ne sont pas à faire sur Karabast et Petranaki. Mine de rien, voilà, c'est un mauvais entraînement par rapport au jeu physique. Par contre, c'est un très bon entraînement juste pour la connaissance du jeu. Donc vraiment, ne substituez pas Karabast et Petranaki à un entraînement pour un PQ par exemple. C'est vraiment compliqué si vous êtes débutant et que vous voulez aller faire un tournoi. Karabast n'est pas suffisant. Il va falloir aussi faire quelques games en physique quand même. Trouver quelqu'un, là pour le coup, bah, si vous êtes seul, essayez de trouver des gens et tout. Et donc là, on va en parler aussi. C'est justement ce que le dernier point, c'est jouer en vrai. Essayez de trouver des occasions de jouer en vrai. Et si c'est en allant à un tournoi, eh bien très bien, allez à un tournoi. Mais il y a pas mal de boutiques qui font des weekly, donc essayez de trouver les boutiques qui font des weekly, parce qu'au moins les weekly, il n'y a pas d'enjeu ou quoi. Vous pouvez faire les showdowns, normalement c'est côté amateur, normalement showdown, donc allez faire des showdowns quand même. C'est vrai qu'avant de s'accrocher à un PQ, il va falloir un peu d'expérience de jeu. Enfin, en tout cas, je vous le suggère. Je vous propose aussi de rejoindre le Discord communautaire de Star Wars Limited FR. C'est un super endroit qui permet de mutualiser les idées notamment. Vous allez pouvoir y demander des conseils, vous allez pouvoir poser des questions, et surtout n'hésitez pas parce qu'en vrai la communauté elle est super bienveillante et tous les nouveaux joueurs sont très très bien, accueillis. Et évidemment, vous aurez une réponse. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre le temps de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Je vois que sur le Discord, par exemple, il y a encore des gens, et c'est très bien, hein, c'est très très bien. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent sur le Discord et qui demandent est-ce que quand je joue une carte qui me dit attaquer avec une unité et elle a +2, +0 pour cette phase, est-ce que je peux attaquer avec une unité qui est inclinée? Voilà, et ben très bien, super. La question, il faut la poser, c'est important, c'est un petit point de règle. Est-ce qu'on a le droit? Donc là, bah non, hein, je réponds à la question au passage. Non, on peut pas faire ça quand une unité est inclinée, elle ne peut pas attaquer, sauf si la carte le dit, attaquer avec une unité inclinée, voilà, par exemple. Mais il y a certaines cartes qui le proposent. Pardonnez-moi, je dois revenir ici, hop. Voilà, donc très important, rejoignez le Discord communautaire. Si vous voulez progresser sur Star Wars Unlimited et si vous voulez pouvoir rencontrer des gens aussi, bah, il y a aussi des systèmes de rencontres de joueurs. Vous pouvez dire que vous cherchez un joueur pour jouer sur Karabast, sur Petranaki, sur des plateformes et tout, ou même en remote, ok, vous filmez votre table et puis l'autre il filme sa table et tout, bref, vous avez compris. Je prends un temps pour lire le chat avant qu'on passe à la suite. Gigi, pardon, Arbanos qui dit il est bien de chercher une vidéo de la liste pour une explication de comment jouer le deck. Ça peut être important. J'y viens, Arbanos, je suis d'accord avec toi, mais à mon avis, pas du côté débutant. Pas quand tu es débutant. Il faut pas commencer par ça. Ok. Mais c'est mon point de vue pour les débutants. C'est pas la peine d'aller regarder des vidéos YouTube sur comment jouer un deck. Le plus important quand tu es débutant et que tu connais pas encore très bien le jeu, c'est juste de faire un maximum de games, d'engranger du temps de jeu où tu vois les cartes passer, tu vois les effets arriver, tu fais des erreurs, plutôt que d'essayer de comprendre comment jouer un deck. Ok, je pense qu'il faut tester plein de decks, il faut tester plein de choses pour essayer de découvrir au maximum tout le panel du jeu. Mais que ce soit avec des decks mauvais, avec des decks bons, peu importe, on s'en fout. Jouer des games. Jouer des games. Le plus facile, c'est de prendre des listes qui existent déjà et qui sont déjà un peu éprouvées, évidemment. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais voilà. Jiggy qui dit conseil, si tu es nouveau dans le jeu, ne commence pas par des decks vigilance full control si tu veux te faire des potes du jeu, oui, évidemment. Bon, ça, c'est encore un cas particulier, mais effectivement, le jeu hard control n'est pas très très bien reçu. Après, peut-être qu'en débutant, enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de TCG, hard control, ça lui parle pas beaucoup.
découvrez le jeu et vous finirez par le comprendre. Il n'y a pas de problème, jouez au jeu et vous finirez par comprendre ce que c'est. Et puis d'ailleurs, notamment sur le Discord communautaire de Star Wars Unlimited FR, il y a une section lexique et tout, donc vous pouvez aller aussi vous renseigner là-dessus pour comprendre un petit peu tous les termes techniques si jamais vraiment vous galérez avec ça. Voilà. Je me souviens au début quand je regardais des vidéos comme celle de Veilshot, vu qu'il n'explique pas les cartes, j'étais perdu, je comprenais rien à ce qui se passait. Oui, bah oui, mais c'est difficile de. En fait, la majorité des gens qui te regardent ne sont pas des débutants qui ne connaissent rien au jeu, normalement. Donc, c'est difficile de prendre le temps de tout décrire comme si tout le monde était débutant. Au bout d'un moment, tous les spectateurs qui connaissent très très bien le jeu vont regarder quelqu'un d'autre, en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de regarder quelqu'un qui décrit chaque effet de carte alors que je connais toutes les cartes. Donc bref, vous avez compris. Je rajouterai bien sûr le Discord dans la description. Oui, oui, je rajouterai ça. Ouais, après, voilà, il y a ça, ce que dit le chat, on va pas continuer de dire ça, je vais avancer, et donc on va passer maintenant à s'entraîner quand on est avancé au jeu. Ok, quand on est à un niveau avancé, quand ça y est, on a dépassé le stade du attends, elle fait quoi déjà cette carte? Je connais toutes les cartes, je sais jouer, j'ai déjà joué pas mal de decks, je sais à peu près comment ça fonctionne, ce que c'est un deck aggro, ce que c'est un deck contrôle, un deck midrange. Je connais toutes ces notions et voilà. J'ai tendance à gagner régulièrement des games, j'en perds aussi, mais voilà, je comprends aussi qu'il y a des match-ups positifs, des match-ups négatifs, je comprends un peu ces choses-là. Voilà un petit peu où on en est dans s'entraîner quand on est avancé. Comment on fait pour progresser une fois qu'on en est à ce niveau-là? Déjà, moi, je vous suggère, là, c'est un peu le coach qui parle, d'accord? Et encore, je trouve que je suis peut-être pas encore assez sévère. Mais déjà, si vous voulez vous entraîner et pour progresser, il va falloir limiter votre choix de deck. Ok. Il va falloir. Ah oui, bah alors j'avais écrit plein de trucs. D'accord. Donc, je parlais en impro alors que j'ai pris plein de notes et tout. Mais en gros, euh, s'entraîner pour progresser quand on est à ce niveau demande un vrai état d'exigence, un autre état en tout cas d'exigence, et je veux insister sur le mot entraînement également. Ok, là, on va vraiment parler d'entraînement. Autant pour les débutants, c'est difficile de dire entraînement, tu fais des sessions de jeu où tu vas enchaîner 10, 15, 20 games sur Karabast, et c'est très très bien, t'engranges des infos, c'est aussi très très bien de faire ça. Maintenant, quand on est avancé au jeu, entraînement prend encore un autre sens. Euh, et donc, j'en viens à, une première chose à faire, c'est limiter votre choix de deck. Je vous suggère de ne jouer que 2 ou 3 decks pendant un set. Maximum, grand maximum. Genre vraiment, déjà 2 decks, je pense que c'est très bien. Et éviter de jouer 3 decks différents. Enfin, en tout cas, 4, c'est sûr, faut oublier. Faut oublier. Il va falloir assez rapidement au début du set réussir à choisir un ou deux decks. Ok. Le, ne jouer qu'un seul deck, c'est évidemment pertinent aussi. Ne jouer qu'un seul deck en permanence, c'est forcément bien aussi pour progresser. Mais quand on est au niveau avancé du jeu, je trouve que ne jouer qu'un seul deck et augmenter drastiquement ton nombre de parties sur ce deck-là te fera évidemment progresser sur ce deck. Évidemment, énormément même. Mais vu que c'est seulement sur ce deck-là, euh, je trouve que c'est trop limité et que il est peut-être bon de maîtriser 2 voire 3 decks quand même pour continuer d'approfondir ton expertise du jeu. Ok. Du coup, tu as un plus large éventail de connaissances des match-ups, etc. quand tu maîtrises au moins 2 voire 3 decks. Et je parle de maîtriser, pas d'être un expert dessus. Mais voilà, l'idée quand on est avancé, je pense que c'est pas forcément de basculer dans le je deviens expert d'un deck. Même si à la fin on va vouloir faire ça, et on en parlera après. En gros, ce que je veux dire, c'est que même si tu connais les cartes, même si tu connais le deck de ton adversaire, le fait d'avoir joué le deck de ton adversaire, parce que tu as choisi deux trois decks, et donc il y a des chances que tu rencontres ce deuxième ou ce troisième deck que tu auras choisi, c'est de pouvoir être capable de savoir beaucoup mieux son game plan, justement, on en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est notamment utile si vous vous entraînez tout seul. Ok. Tout ça, là, je parle d'entraînement quand vous êtes seul pour l'instant. Ok. Euh, et donc, ça marche bien
bon sur 2-3 decks, c'est une bonne idée. Si les 2-3 decks peuvent être en plus des decks un petit peu de style différent, genre un deck gros, un deck mid-range, un deck tempo par exemple, pas forcément contrôle, mais voilà, c'est bien aussi. Bah du coup, c'est exactement ce que je veux dire, maîtriser quelques decks pour approfondir vos connaissances, donc c'est tout ce que je viens de dire. Une fois que vous avez fait votre choix sur le leader, ou, ou les decks même, sur lequel vous voulez être plus performant, alors ce qui va faire la différence dans votre entraînement, et ce qui va faire la différence, qui va vous faire progresser, c'est... ok, bah c'est pas ça du coup. J'ai mis connaître les styles de jeu et les game plans des decks, mais ce n'est pas... c'était pour aller avec. J'allais rajouter ce point, pardon, c'est augmenter la qualité de vos parties. Ok, c'est augmenter la qualité de vos games, de ce que vous allez faire. Faites des sessions où vous réduisez le nombre de parties que vous allez faire. Limitez-vous dans le nombre de parties que vous allez faire. En fait, c'est enfin, c'est un peu bizarre, mais on peut se dire, bah non, c'est toujours bien de multiplier le nombre de parties. Oui, c'est vrai. Mais il est important aussi de savoir faire des sessions où on va se limiter en nombre de games. Par exemple, passez une journée où en fait vous n'allez faire que 3 parties. Allez, 4. Ok, mais dépassez pas 5 par exemple. Ne dépassez pas 5. À partir du moment où vous commencez à dépasser un trop grand nombre de games, donc je pense que 4-5 parties, c'est trop. Euh, Parce que vous finissez par ne plus enregistrer ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ratez et comment vous améliorer. Et ça passe dans je fais des games de manière un peu automatique sans réfléchir. C'est obligatoire. Vous pouvez pas faire plein de parties en étant extrêmement concentré, etc. Donc limitez-vous dans votre nombre de parties pour augmenter la qualité de votre concentration pendant la partie. En gros, il faut lancer une session en se disant je fais 4 parties et mon objectif c'est de faire 0 erreur. C'est d'avoir l'impression de ne pas avoir fait d'erreur. Peut-être qu'on peut faire quand même des erreurs, mais parce que notre décision au final n'était pas optimale, mais pas de je joue une carte et fais mais non, je suis trop con, si j'y avais réfléchi 2 secondes de plus, j'aurais imaginé cette situation et voilà. Voilà, il faut éviter au maximum ce genre de réaction pendant vos parties. Prenez votre temps pendant que vous jouez. Avant de jouer une carte, réfléchissez bien. Arrêtez de jouer sur Petranaki et préférez Carbast parce qu'il n'y a pas la fonction undo. Donc au moins, euh, vous ne pouvez pas revenir en arrière quand vous avez fait une erreur. Okay, ça vous enlève cette possibilité-là. Donc déjà, vous allez beaucoup plus subir les erreurs. Et si vous faites peu de parties, ça va vous saouler de faire des erreurs. Donc vous allez finir par prendre du temps. Bref, vous voyez le truc. Et quand on enchaîne énormément de parties, quand on fait 10, 15, 20 parties d'affilée, et vous me voyez le faire en live d'ailleurs, moi je suis pas concentré. Il y a le live à animer, j'enchaîne parfois pas mal de parties, je fais plein de misplays. Je fais plein de misplays, mais aussi plein de misclicks. Il y a beaucoup de fois où je fais des misclicks juste, j'ai pas lu l'effet, et en fait je clique sur le bouton en pensant que c'est un autre effet, et du coup je regarde pas ce qui se passe, et en fait c'est horrible parce que du coup ça gâche un peu la partie qui aurait pu être bien si j'avais fait le bon choix. Et du coup, euh, faites attention parce que les misclicks arrivent souvent quand on enchaîne beaucoup de parties sans vraiment réfléchir. Et ici, dans votre session d'entraînement, le misclick est interdit. Vous devez vous interdire le misclick. Et aussi, du coup, vu qu'on limite le nombre de parties, évitez les parties inutiles. Si vous taguez un adversaire qui ne joue pas un deck méta, juste quittez la partie et relancez une recherche. Et attendez d'avoir un deck méta avec vous. S'il faut, vous faites pas juste la queue un peu automatique, vous vous créez une partie open, ouverte, où les gens peuvent vous rejoindre, et puis vous mettez dans le titre quelque chose qui fait penser que vous voulez jouer un deck méta, tu vois. Tu mets deck méta only, par exemple. Enfin, je sais pas. Tu mets une indication pour dire, venez que si vous êtes chaud pour faire un BO3 ou des trucs comme ça. Par exemple. C'est vraiment important. Évitez les parties. Quand vous êtes en partie d'entraînement, quand vous n'êtes pas juste en mode je fais des games juste pour enchaîner, si vous voulez vous entraîner, évitez les parties inutiles. Les parties qui servent à rien. Et donc pour savoir, d'ailleurs, bon, là normalement vous êtes au courant quand vous êtes à un niveau avancé. Il y a Star Wars Unlimited Hub, pareil, je vais mettre le lien dans la description. C'est un site qui regroupe tous les résultats des PQ et des tournois majeurs. Du coup, regardez les résultats des PQ, regardez notamment, parcourez les top 8 des résultats de PQ, hein, justement, parcourez les top 8 des PQ, et vous allez voir les decks qui reviennent. Sinon, vous pouvez même scroller encore un peu dans la page. Là, désolé, je ne vais pas vous l'afficher maintenant, mais on l'a fait plein de fois sur la chaîne. Et vous allez sur les vainqueurs des PQ. En fait, vous regardez la liste des vainqueurs des PQ, la liste des leaders bases qui gagnent des PQ. Et ensuite, vous regardez dans cette liste, et quand vous allez rencontrer quelqu'un sur Karabast
eh bien, regardez si son leader et sa base déjà sont dans la liste. Ok. Si le mec joue Ray Tarkington, je crois pas que Ray ait gagné à ce set-là. Donc, évitez de jouer contre Ray Tarkington. Si vous jouez contre Leia base rouge 30 HP, bon bah voilà, vous pouvez laisser tomber. Si vous jouez contre Snoke jaune, bon bah vous passez à autre chose. Merci à Grivos qui l'a mis dans le chat, mais de toute façon, je le mettrai dans la description de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà, donc évitez ça. Et si on veut encore augmenter le niveau d'entraînement, ok, si vous voulez encore augmenter, vous êtes à un niveau avancé, vous voulez encore augmenter le niveau de votre entraînement, je vous suggère très fortement de prendre le temps d'enregistrer vos parties. Très très important d'enregistrer sa partie. Si vous êtes seul, hein, tout ça c'est pour l'instant je parle de si vous êtes seul. Évidemment c'est quelque chose qu'on pourra faire aussi quand on est à plusieurs, et c'est même, on le verra tout à l'heure, quelque chose qui est absolument à faire en fait. Mais même quand vous êtes seul, enregistrez vos parties. Si que ce soit une victoire ou une défaite, il y a toujours des choses à revoir. Donc, à la fin de votre partie, vous arrêtez l'enregistrement et en fait, à la fin de chaque partie, regardez la partie que vous venez de faire. Vraiment. Si vous ne faites pas un BO3, bien sûr. Et si vous faites un BO3, enregistrez tout le BO3 et après regardez le BO3. C'est hyper important et d'essayer de vraiment prendre le temps de regarder, ok, là, qu'est-ce que j'ai joué? Ok, mais j'avais cette carte-là, est-ce que c'est pas celle-là dont j'aurais dû prendre le truc? Enfin, je sais pas, la mettre en ressources. Regardez, analysez, essayez d'imaginer ce que vous auriez dû faire, du coup, en regardant la partie à nouveau. Voilà, qu'est-ce qui vous aurait bien servi et tout. Enfin, est-ce que j'ai bien tout anticipé? Des choses comme ça. Et ensuite, vous relancez une partie, vous recommencez, vous l'enregistrez, vous la regardez, vous faites une partie, vous l'enregistrez, vous la regardez. C'est même tout seul, ça marche. Ok, même tout seul, ça vous aidera à progresser. C'est vraiment une bonne chose à faire. Ça prend du temps, mais quelque part dans votre temps de, je me dis, ok, là j'ai 2 heures devant moi, je veux m'entraîner parce que je veux progresser. Et bien pendant 2 heures, vous allez faire 3 parties avec 3 reviews peut-être 4 parties avec 4 reviews. Mais voilà, vous allez faire du qualitatif. Très important de faire du qualitatif. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Ah oui, petit aparté, pour enregistrer vos écrans, pour enregistrer votre écran, vous pouvez utiliser, donc moi j'utilise OBS Studio parce que bah, je stream en même temps, donc forcément c'est... bah tiens, Arbanos qui posait la question, tu conseilles quel soft pour enregistrer les parties? Bah donc OBS Studio, pour le coup, je trouve que c'est le mieux à faire, c'est de prendre OBS Studio. Donc il y a un petit peu de configuration au départ, mais en gros, la configuration de base, ce que vous allez faire, c'est que ça va vous proposer une configuration. Si vous n'êtes pas là pour diffuser en live, bon bah cliquez sur le enregistrement, faites OK pour que OBS s'organise ses paramètres en fonction de l'enregistrement et en fonction il va le faire tout seul en fait, il va faire un paramétrage automatique. Et après, bah, il n'y a plus qu'à créer une source. Bon, bah, voilà, faudra peut-être passer un petit peu de temps à regarder ça, mais en gros, il faut créer une source qui capture votre écran et ensuite vous démarrez l'enregistrement et tout va bien. Et ça marche très très bien. Donc et en plus, ça peut enregistrer le son aussi facilement, hein, puisque vous pouvez ensuite avoir un micro. Peut-être que vous êtes sur Discord, donc enregistrer le son qu'il y a sur Discord. Si jamais vous êtes avec quelqu'un et tout, enfin ça, on le verra après, mais ça peut aussi être intéressant d'avoir le son. Maintenant, en théorie, on a souvent plus besoin de l'image que du son, donc voilà. Autre alternative aussi, si jamais vous ne voulez pas installer OBS Studio, il y a des chances que vous ayez déjà d'installer sur votre ordinateur VLC. VLC qui est une alternative assez simple aussi d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais vous montrer vite fait comment faire avec VLC. Normalement, si je fais ça... Bah là, par exemple, j'ai VLC qui tourne. Ah, ça marche pas? Ah si, parce qu'il faut que je fasse ça. Ok. Ok. Du coup, vous voyez, VLC est là, et en fait, bon là, c'est parce qu'il y avait la musique et tout, mais bref, vous avez compris. Vous faites média, ouvrir un périphérique de capture. Là, il faut mettre bureau. Dans mode de capture, il faut mettre bureau, pour que ça capture votre bureau. Et ensuite, enfin voilà, pour l'instant, on peut toujours pas lancer. Il faut aller sur la petite flèche ici, mettre convertir. Là, normalement, ça met automatiquement convertir ici. Là c'est le bon format, il faut garder ça. Et ensuite, vous mettez le... Comment dire? Après, quand vous faites parcourir ici, votre nom ici, changez MVK, enfin, mettez le nom que vous voulez. Vous voyez, là, j'ai fait des tests de record justement pour pouvoir vous montrer ça. Et mettez bien .mp4 pour que ça marche bien. Voilà, ça va être important pour le faire. Mais sinon, regardez un tuto, mais rapidement, sur YouTube, vous allez trouver ce qu'il faut. Voilà.
Voilà, et VLC, du coup, enregistrez bien votre bureau, tout va bien. Bon, si vous avez plusieurs écrans, ça va enregistrer tous les écrans en même temps, mais c'est pas très grave, ça vous permettra quand même de faire une review et de regarder la game. Voilà, voilà. Hop, donc je vous propose VLC qui est un peu... voilà. Je trouve que OBS marche mieux, mais moi je maîtrise bien OBS, c'est pour ça. Ensuite, le niveau suivant, que j'ai appelé Pro, c'est un niveau qui est extrêmement difficile à atteindre. D'accord. C'est pour ça en fait que j'ai voulu l'appeler Pro, c'était vraiment pour faire cette distinction entre les deux niveaux. Et si vous vous entraînez seul, c'est vraiment difficile à atteindre. Les meilleurs joueurs s'entraînent en équipe déjà. À mon avis, il y a extrêmement peu de joueurs qui font régulièrement des top 8 et qui font même des victoires de PQ qui s'entraînent tout seuls. Ça m'étonnerait que Madi Kinabox, bon, il faudra lui demander, hein, mais pour le coup, c'est celui où j'ai le plus de doutes. Ok, c'est celui où j'ai le plus de doutes parce que je n'ai aucune idée de comment il s'entraîne. Mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'il ne fasse que des parties sur Karabast. Ok, je pense qu'il ne fait pas 10 games de Karabast par jour avec son deck pour juste être bon dans Star Wars Unlimited. Ok, ils sont tous organisés en team, etc. Et donc, au final, c'est pour ça que je vous propose là de finir avec cette présentation qui concernait les joueurs solo et de parler maintenant un peu des manières de s'entraîner lorsqu'on joue avec un pote ou en team et en repassant par tous les niveaux. C'est-à-dire que vu que, à mon avis, les pros ne s'entraînent pas en solo, là, ça sert à rien de passer à s'entraîner quand on est pro et seul. Je pense que ça n'existe pas. En tout cas, je vous suggère de ne pas le faire. Il y a peut-être des gens qui le font, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, on passe à s'entraîner quand on est avec un pote et qu'on est débutant. Si vous êtes débutant et que vous pouvez jouer régulièrement avec un pote, tout ce que j'ai dit avant, évidemment, sur l'entraînement solo est toujours valable. Ok, multipliez les parties, retenez au maximum les effets des cartes jouées, etc. Mais pensez à faire un débrief après vos parties. Alors, soit après une session, si vous voulez juste enchaîner et puis après reparler un petit peu des games, mais vraiment faire une partie, puis juste en parler un petit peu sur notamment les éléments marquants, un petit peu les tournants de la partie, qu'est-ce qui a vraiment eu de l'impact et tout. Reprenez un petit peu ça, parlez-en, et ça vous permettra d'enregistrer encore un peu mieux les effets de cartes, etc. Donc, vraiment, tout ce que tout ce que j'avais dit avant est valable, et en plus, rajouter un petit débrief. N'hésitez pas à partager vos idées, je crois que je l'ai mis après. Voilà, bah, prenez le temps pour les débriefs. Désolé, mais en fait, comment ça s'appelle? le... Je vous le montre. Je vous le montre. En gros, vous voyez, j'ai ça. Hein. J'ai mon texte à côté, là, j'ai mes notes qui sont à côté. Et en fait, cette partie-là, là, ne se met pas à jour tout le temps. Genre vraiment, là, ça se met à jour quand je le fais en direct. Mais vous voyez, là, par exemple, je descends. Et là, ça se met toujours pas à jour. Et du coup, je ne sais plus quel point c'est. Je sais plus quand est-ce que je dois passer au point suivant. Voilà, ça apparaît d'un coup. Bref, voilà. Désolé. Des fois, je vais me répéter un tout petit peu à cause de ça. Partagez vos idées. Alors, quand je dis partagez vos idées, c'est-à-dire, ah ouais, je pense à un combo, je pense à une ligne de play, je pense à, ok, si je fais ça, est-ce que c'est pas bon contre ça? Et c'est toujours bien de le faire avec votre adversaire ou votre pote, si vous êtes deux. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, parce que plus vous communiquez, plus vous allez retenir d'infos, plus vous allez en engranger, etc. C'est notamment, moi, ce que j'adore dans le fait de stream. Hop, petite parenthèse, ça, c'était pas dans les notes, mais c'est ce que je fais en stream. Quand je joue en stream, mais même quand je fais d'ailleurs bah là, c'est rien que cette vidéo, il y a pas mal de gens qui ont réagi dans le chat et qui donnent des idées. Et c'est parce qu'on est plein que du coup, ça va bien marcher. Hier, on a parlé du deck de Boba. J'affiche le deck de Boba Fett Datavolt. Je commence à parler de quelques cartes. Et puis à un moment donné, on parle du TIE Silencer de Kylo Ren. Bah, voilà, moi j'ai pas tout dit sur le TIE. Au final, Otal, je me souviens, a mis un message dans le chat. Et quand je l'ai lu le message, je me suis dit, ah bah ouais, super idée, c'est très pertinent ce qu'il dit. Bam, voilà, on partage, on se dit des trucs. J'ai beau apparaître à l'écran, j'ai beau vous faire des vidéos, évidemment que je suis pas parfait et que je vais pas pouvoir tout vous dire. Et du coup, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes dans les commentaires, mettez-vous dans les commentaires là et donnez des idées supplémentaires et tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et sur le Discord et tout. Enfin bref, vous avez compris, le partage, c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser. Et regardez des vidéos. Là, pour le coup, en tant que débutant, vous pouvez aussi regarder des vidéos pour vous former au jeu. Pas en mode, comme disait Arbados, désolé, mais je pense pas que ce soit bon pour les débutants de regarder des vidéos de deck et du coup de comment jouer un deck. Ça, c'est le niveau déjà qui commence à être un peu avancé, honnêtement.
je vous suggère de pas commencer par ça, mais je vous suggère de commencer par les vidéos un peu plus, justement qui s'adressent aux débutants, qui, sont beaucoup plus, formatrices. Je pense aux cartes sur table. Les cartes sur table font des vidéos de ce genre. Star Wars TCG, mine de rien, quand il présente ses decks aussi, mine de rien, il en parle très très bien. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de Star Wars TCG FR. Ce sont de super références. Moi, de mon côté, pour faire ma promo aussi, vous le savez, j'aime beaucoup faire ce genre de contenu aussi. Et notamment, j'ai ma série Star Wars Limited de A à Z, où j'ai pris chaque mot-clé du jeu et j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, la vidéo sur le mot-clé dissimulé va sortir demain. Donc ça plutôt cool. Et voilà, les cartes sur table font beaucoup de contenu pour les débutants, et ça, c'est très très cool. Donc vraiment, regardez ça. Regardez les vidéos de présentation de decks pour les débutants, vous voyez. Il y a des titres comme ça, de ce genre-là. Regardez ces decks-là. Regardez pas comment gagner votre PQ. Voilà, ça n'a pas de sens. Ok. Donc ouais, mes vidéos sur les mots-clés, merci Arnaud qui dit j'avais beaucoup aimé tes vidéos sur les mots-clés. Bah voilà, si vous êtes débutant, franchement, regardez des vidéos de ce genre-là. Je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, mais voilà. Euh, Et donc, les références pour moi, c'est les cartes sur table. J'ai quelques vidéos aussi. Star Wars TGFR, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Même si c'est un peu moins pour les débutants, c'est aussi un excellent. Bah, déjà, c'est un pote, hein, donc c'est aussi pour ça que je le place là. Mais voilà, sur YouTube, c'est des bonnes références, je pense. Ok, donc maintenant, on est avec un pote toujours, mais on est au niveau avancé. Ok, là, on parle à la vidéos probablement sont des joueurs avancés qui connaissent bien le jeu. Bon, je pense on s'adresse plus aux débutants et à ces joueurs-là avancés et pas encore aux pros. Et pour les joueurs avancés qui jouent avec un pote ou en équipe, euh, ou plutôt, pardon, je commençais à lire la phrase mais je l'ai mal écrite. En gros, pour des joueurs avancés, jouer avec un pote ou en équipe vous permet de commencer à vous approprier votre deck en le personnalisant. Ok, on a passé le niveau débutant, on n'est plus en débutant, on est plutôt avancé, donc on va pouvoir commencer à personnaliser notre deck, à apporter notre touche personnelle. Ok, je vous rappelle, a priori pour l'instant de mes conseils, on a plutôt pris une decklist qui fonctionne déjà, dont la liste a gagné un PQ par exemple. Ensuite, on joue avec, et une fois qu'on a atteint un certain niveau, on va commencer à la personnaliser, cette liste, à être capable de le faire. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le deck building pour partir de zéro et vous construire votre propre deck, Voilou par exemple fait partie de ces gens-là, bon, moi je suis pas capable de faire ça, donc je fais ce que je viens de dire. Je prends une liste de quelqu'un, parce que je suis très mauvais en deck build, mais par contre, à un moment donné, on est capable, quand on a un certain niveau, et je pense que vous êtes capable de le faire, c'est de profiter de jouer avec un pote pour pouvoir personnaliser votre deck. Pardon, j'avais pas affiché le truc. Et pour ça, expérimentez votre deck en changeant des cartes. En changeant une carte à la fois, notamment, je pense que c'est le meilleur truc pour progresser sur un deck. Changer, et pour éprouver une carte, changer une seule carte, ou le nombre de cartes dans ce deck, ou vous voyez ce que je veux dire, changer mais un seul élément, une carte pour une autre, par exemple. Mais pas trois cartes en même temps. Surtout, ne changez pas beaucoup de choses en même temps, sinon ça va pas être révélateur des résultats. Pour éprouver un changement de carte, il faut en changer qu'un seul et faire suffisamment de parties pour vous rendre compte de l'impact de ce changement. Ok. Ensuite, revenez en arrière sur la liste de base, refaites un autre changement avec une autre carte, et on recommence. On refait beaucoup de parties, on éprouve le changement, on regarde un petit peu s'il y a vraiment des changements, etc. Et pour ça, c'est vachement pratique d'être avec un pote, parce que du coup, vous allez pouvoir faire ces changements face au même deck, par exemple. En face, votre pote, lui, il faut pas qu'il change son deck. On fait tout le temps le même match-up, mais sauf que moi, j'ai changé un truc. Et du coup, ça va permettre de peut-être comprendre la modification du deck va peut-être avoir un impact sur les résultats de la partie. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'infos. Pardon, je lisais ce que disait Arnaud, et oui, je vais aborder ce sujet-là, il me semble. Donc, ensuite, une fois qu'on a commencé à voir un peu l'impact des cartes dans notre deck, là, on peut commencer peut-être à en changer plusieurs en même temps. Celle-là, j'avais trouvé que c'était efficace. Celle-là, j'étais un peu moins efficace, donc je le fais pas. Mais par contre, celle-là, peut-être aussi. Et puis parfois, c'est parce qu'il y a plusieurs cartes en même temps qui vont plutôt bien comboter ensemble que c'est important de les mettre ensemble dans le même deck. Mais attention à cette idée. Euh, Retenez bien l'idée que de jouer des mauvaises cartes pour pouvoir jouer une bonne carte ne rend pas cette carte bonne. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, quand vous vous dites je joue ces cartes parce que si ça passe, c'est giga fort,
c'est que les cartes sont pas très fortes. Ok. Il y a un... Ouais, c'est ça. J'ai pas encore abordé, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce... Je suis toujours sur le point personnaliser votre deck. En gros, il y a un combo que je vais essayer de vous expliquer là comme ça sans vous le montrer, mais il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo sur YouTube dessus, donc vous pourrez peut-être le retrouver. C'est un combo où tu joues Grand Amiral Throne du set 1 avec la base Mystique Monastery, donc c'est la base 25 HP verte qui permet de générer la force 3 fois dans la partie. Tu fais une action pour générer le jeton force, et tu peux le faire que 3 fois dans la partie. Il y a aussi la carte Comme je l'avais prévu et Galactic Ambition. Je suis désolé, je vais pas vous afficher les cartes. Je vous propose, je pense que je vais vous mettre le lien vers ça dans la description, histoire que vous puissiez le visualiser si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le nom des cartes. Mais en gros, l'idée c'est de jouer Big Fortuna au tour 1. Ensuite, au tour 2, on a clean Big Fortuna et on joue comme je l'avais prévu gratuitement. Ce qui nous permet de jouer Galactic Ambition, il me semble. C'est quand je joue Galactic Ambition, quand je joue comme je l'avais prévu, je prends la première carte de mon deck et ça permet de réduire son coût et on va pouvoir donc jouer Galactic Ambition gratuitement. Et vu que on joue Galactic Ambition te dit bah jouez une carte de votre main qui n'est pas une unité héroïsme. Et là, si dans ta main tu as par exemple l'exécutor, bah, tu peux jouer l'exécutor. Alors, tu te mets 11 dégâts base parce que le Galactic Ambition dit bah, le coût de la carte est infligé en dégâts à votre base. Mais donc, tu commences la partie avec 11 dégâts base. Et du coup, vu que tu as mis l'exécutor sur le board, tu as une 12-12 spatiale. Et en plus des TIE et tout. Donc, le combo est giga fort. Le combo est quand même très très fort. Même si tu as pris 11 dégâts base, je crois que c'est pas très grave parce que derrière, tu as quand même une 12-12 et tu vas pulvériser l'adversaire. Ok. Mais le truc, c'est que c'est très très improbable. Donc c'est un très bon exemple parce que c'est un combo qui est extrêmement fort, mais que personne ne joue parce qu'en fait, c'est trop peu probable. En fait, c'est très très improbable. Et du coup, si on prend 9 emplacements de cartes, parce qu'il faut même plus d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut 3 fois comme je l'avais prévu, il faut 3 fois Galactic Ambition, il faut 3 fois Executor, parce qu'il faut Galactic Ambition, il faut Bib Fortuna aussi, donc en plus on va faire plutôt 11 ou 12 cartes, il faut Bib Fortuna que tu peux jouer au tour 1, et ensuite au tour 2, il faut que tu aies, comme je l'avais prévu, et Exécuteur en main, et Galactic Ambition sur le dessus de ton deck. C'est improbable, c'est hyper fort, mais c'est improbable, donc c'est pas fort, en fait. Ça veut dire que c'est pas fort. Il y a peut-être, tu vas gagner une game sur 50. Voilà, parce que tu vas réussir à le faire. Je suis même pas sûr des probas. Je crois que c'est plus qu'une chance sur 50 d'y arriver. Mais bon, bref, vous avez compris. Ensuite, reprenez tout ce que j'ai dit précédemment sur l'entraînement au niveau avancé quand on est tout seul. Mettez bien de la qualité dans vos parties, enregistrez-les pour les visionner et ensuite, et n'hésitez pas à faire des parties à main ouverte aussi. Avec votre pote, vous pouvez décider de faire certaines parties à main ouverte et du coup décider ensemble, faites la partie ensemble. Chacun réfléchit même pour l'autre, vous voyez. Ok, avec ces cartes-là et vu ce qu'il y a sur le board, sans penser aux cartes qu'il y a dans les mains de l'adversaire, essayez de faire abstraction quand vous faites ces décisions-là, mais en fonction de ce qu'il y a sur le board, ok, moi je pense que c'est ça qui aurait été joué, bam bam. Et on fait ça pour les deux joueurs. Et là, et tu prends pouvoir du côté obscur et tu rage quitte. Ouais, Thomas qui dit ça, mais non, parce que quand tu joues exécuteur, tu mets 4 TIE. Donc en fait, non. Tu mets 4 jetons TIE, donc en fait, t'évites complètement Power of the Dark Side. Ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'il a mis exécuteur d'ailleurs, le mec. C'est pour ça qu'il met exécuteur, pour pas mettre un autre vaisseau beaucoup trop fort, mais qui est tout seul et que du coup, tu mets pas côté obscur. Enfin, tu te fais balader par côté obscur. Bref, pardon. Donc je disais les décisions, oui, la main ouverte et tout. Et du coup, un bon outil à utiliser à ce moment-là, c'est Tabletop Simulator. Bon, c'est un peu complexe à installer. Moi, je vais pas vous faire un tuto sur comment jouer à partir de Tabletop Simulator. Mais sachez que regardez sur YouTube un tuto pour l'utiliser et pour utiliser Star Wars Unlimited avec. Mais Tabletop Simulator, c'est un excellent outil, une fois que vous le maîtrisez, pour vous entraîner, parce que ça vous permet de recréer les mains que vous voulez, de faire un ordre dans votre deck, etc., d'aller chercher les cartes qu'il faut au bon moment et tout. Enfin, en gros, ça vous permet de faire ce que vous voulez, comme si vous aviez les cartes en vrai. Et donc, c'est vraiment très très cool. Tabletop Simulator, du coup, très très important, un très bon outil, en plus pour pouvoir faire des parties à main ouverte facilement et tout.
Et en plus, ça vous permet aussi de recréer facilement des situations de jeu. Genre, par exemple, ok, donc j'avais ça sur le board, toi t'avais ça, ça, et moi j'avais ça en main, toi t'avais ça en main, tac. Donc là, on recrée toute la situation, et hop, c'est parti. Et là, on y va. Et on éprouve des lignes de play. Ok, donc là, je peux jouer ça. Donc je joue ça, on résout la suite et tout, on voit où ça nous mène. Ok, on a tel résultat à la fin. Donc hop, on revient en arrière, on remet toutes les cartes comme en l'état, comme au début et tout. Puis ensuite, ok, donc au lieu de jouer cette carte A que j'ai jouée tout à l'heure, bah je vais jouer la carte B. Je vais plutôt essayer cette ligne de play là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, on va un peu plus loin. Ok, et ça donne ça. Quel est le résultat le meilleur? Ok, donc ça veut dire que dans cette situation, si j'ai telle carte, je suis plutôt content. Et etc. etc. Ça va vous permettre vraiment d'explorer toutes ces lignes de play et ça va être important. Donc Tabletop Simulator, bah, vous voyez, je vous en ai parlé. Et n'oubliez, enfin, regardez des vidéos. Et là, c'est le moment où je pense que c'est important de regarder les vidéos d'analyse littérale là, de joueurs sur la construction des decks, mais aussi et surtout sur des joueurs qui analysent leur match. Si ils sont streamés, si ils sont streamés et que derrière, bah, typiquement Arnaud qui a fait ça récemment sur Anakin, c'était extrêmement intéressant. Regardez des vidéos des joueurs qui sont très performants et qui parlent de leur deck. Si vous pouvez voir ça, regardez les mince, comment ça s'appelle déjà? Les vidéos là, les Américains, ils font des masterclass. Regardez des vidéos masterclass. Voilà, les vidéos masterclass, alors faut parler un peu anglais, hein, faut essayer de suivre ce qu'ils vont dire en anglais, mais les vidéos masterclass sont extrêmement intéressantes évidemment. Et donc là, tu as 3-4 joueurs parmi les meilleurs joueurs du deck qui sont là et qui te parlent des match-ups, des faiblesses, des forces, des qu'est-ce que tu fais dans tel cas, etc. Et là, évidemment, c'est un abreuvoir, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir toute cette qualité d'enseignement à recevoir. Ok? Donc ça, très très important. De regarder aussi des vidéos quand on est avec un pote, ou tout seul d'ailleurs. Je suis con parce que au niveau avancé, tu peux aussi faire ça tout seul. T'as pas besoin d'être avec un pote pour ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? S'entraîner quand on est pro, donc comment les pros s'entraînent, hein, comment les meilleurs joueurs du monde s'entraînent. Bah déjà, ils oublient la règle que j'ai donnée tout à l'heure de réduire à un ou deux decks, voire trois decks à maîtriser. C'est devenez expert d'un seul deck. Vous voulez devenir un pro, prenez un deck et devenez le meilleur joueur dessus. Ok? Euh, c'est le meilleur moyen d'être le meilleur joueur, bah, c'est de ne jouer qu'un seul deck et de tout maîtriser avec ce deck-là. Donc, évidemment, en disant tout ce que j'ai dit avant, on se rapprochait de toute façon du niveau pro. Hein. On se rapproche de ce que font les pros de toute façon. Les meilleurs joueurs réfléchissent de la manière que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en se rassemblant entre excellents joueurs de tel ou tel deck, et ils font des tests de nature, enfin que j'ai décrit tout à l'heure, je joue telle carte à tel moment, etc. Et ils font des reviews, etc. Et, euh, et un autre truc que je vais aborder, là ça m'affiche pas le point suivant, du coup je vais le mettre, mais communiquer avec les meilleurs, donc entourez-vous des meilleurs joueurs, ok. Là par exemple, moi si je veux progresser sur Queenland Tarkington, il faut que j'en parle avec Timothée. Mais pas juste que je lui demande à lui de me dire comment il ferait. C'est, il faut que j'arrive vers lui avec des idées aussi, avec un boulot déjà qui est fait derrière, ok? Je peux pas arriver en étant les bras croisés en disant vas-y, enseigne-moi le kung-fu. Tu vois, je vais pas, il faut pas arriver comme ça face aux meilleurs joueurs. Il faut arriver avec une proposition et poser des questions évidemment plus pertinentes. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas hésiter, enfin qu'il faut hésiter à le faire, mais en même temps, voilà, il faut, je pense, s'entourer des meilleurs pour devenir le meilleur, c'est quand même important. En tout cas, essayer de pouvoir communiquer avec ces joueurs-là. Déjà, rien que quand ils font des vidéos, ça fait un peu ce genre-là. C'est un peu une sorte de communication. C'est eux qui disent, qui répondent à nos questions, même si on les a pas posées. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, travaillez vos match-ups. Donc, quand vous devenez expert d'un seul deck, bah, il faut travailler un maximum les match-ups et sans oublier le match-up miroir. N'oubliez jamais le match-up miroir, très très important. Travaillez votre match-up miroir. Si vous travaillez votre match-up miroir, vous avez beaucoup plus de chances d'aller loin dans, dans, le, dans les tournois. Voilà. Parce que c'est facile de travailler des match-ups différents, mais contre le même, en général, on l'oublie. Et, les meilleurs joueurs jouent aussi les autres decks pour comprendre les mécanismes pour maîtriser les match-ups.
Mais en fait, c'est certainement qu'ils l'ont déjà fait. C'est ce que je disais au niveau avancé. Moi, je vous suggère de jouer quand même pas trop de decks parce qu'il va falloir devenir très bon sur un ou deux decks quand même. Pour commencer à être performant, il y a pas de secret. Si je joue tous les jours un deck différent, j'aurais appris beaucoup de choses sur juste quelles sont les cartes du jeu, mais par contre, je ne deviendrai pas expert d'un seul deck. Donc je pourrais pas être très fort avec un deck quand je vais faire un PQ. Par contre, quand on commence à avoir un bon niveau et qu'on maîtrise plusieurs decks, ça évidemment c'est important. En fait, ce qui est sûr, c'est que ils deviennent experts d'un seul deck, mais ils comprennent complètement, et c'est ça à travailler vos match-ups, c'est comprenez les forces et faiblesses des autres aussi. Ça veut pas dire qu'ils les jouent, mais ça veut dire qu'ils ont compris et qu'ils ont réfléchi à comment les autres jouent avec leur deck. Quels sont leurs game plans. C'est la question de tout à l'heure, d'accord? Réfléchissez à ça. Comment euh, un match-up Shinigami et Shinigami qui demande ce que c'est un match-up. Un match-up, c'est tout simplement, tu prends un deck avec un leader, une base, et face à un leader, une base, et ça fait un match. Donc, un match-up, c'est juste un match entre deux leaders. Euh, Bref, voilà, donc travailler au match-up, donc moi j'ai envie de progresser sur Quinlan Tarkington, bah il faut que je joue Quinlan Tarkington contre Kylo Ren TT, il faut que je joue Quinlan contre Anakin, il faut que je joue Quinlan contre Anne 2 bleu, contre Anne 2 vert, et il faut que je joue contre tous ces decks, contre Dark Vador jaune, il faut que je joue contre euh, Anakin Skywalker, non, Luke Skywalker par contre Data Vault, contre Boba Fett Data Vault, voilà, il faut que je travaille ces matchs, et il faut que je travaille aussi le match-up miroir, Quinlan contre Quinlan. Bref, voilà, il faut jouer et bosser là-dessus un maximum. Pas juste bien maîtriser notre deck, ça suffit pas. Il faut aussi connaître notre game plan face au deck que l'on a en face. Je vais répondre à ta question juste après, Corentin. Ok, je finis juste ça parce que j'ai bientôt fini ma présentation et après on pourra parler de ça et surtout voir avec Guillaume ce qu'il en dit. Ok, il est prêt déjà depuis 40 minutes. Je pensais que j'allais mettre une demi-heure, en fait, j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Euh, Si vous voulez progresser et si vous voulez atteindre des sommets en termes de niveau de jeu, il va falloir aborder le point des statistiques dans le jeu. Et j'ai quasiment terminé, d'accord? Euh, le... les statistiques dans le jeu, c'est hyper important, il ne faut pas les négliger et il faut intégrer les infos du genre qui concernent les statistiques, du genre dans ce match-up, si à tel tour de jeu, je joue telle carte, alors j'ai tel pourcentage de victoire. J'ai tel pourcent de chance de gagner. Euh, c'est ce genre de réflexion que mènent Loulou, Digifay, Madikinabox, Sukunu Junior. C'est que des joueurs qui sont capables d'avoir ce genre de réflexion. De se dire, ok, là, dans ce match-up-là, il faut que je joue comme ça, et telle carte à tel moment me fera gagner. Enfin, en tout cas, augmente drastiquement mes chances de victoire, par exemple. Ou inversement. Bref, vous avez compris. En gros, ils se sont spécialisés dans un deck, ou en tout cas, ils ont tendance à le faire, et ensuite poussent leur analyse de match-up à leur maximum, à leur paroxysme. Ils savent exactement ce qu'ils sont censés faire. Ils savent tout de suite si le match-up est négatif ou positif. Ça paraît un peu plus facile à faire, mais ensuite, ils savent aussi pourquoi c'est positif et qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce côté positif, pour le transformer en victoire. Et le côté négatif, bah, essayer de contrer le jeu de l'adversaire parce qu'il y a quand même des lignes de play qui sont. Il y a forcément des moments où on peut gagner. Hein. C'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Un deck aggro ne gagnera pas systématiquement contre un deck contrôle. C'est pas toujours vrai. Mais du coup, le deck contrôle qui s'est bien préparé contre les match-up aggro va potentiellement s'en sortir un peu mieux en termes de statistiques. Va pas y arriver, ça va pas devenir positif. Mais pourquoi pas, parce que s'étant bien préparé. Mais l'agro qui, lui, s'est pas préparé contre le contrôle, bah, il va aussi potentiellement avoir juste moins de chances de l'emporter, même si normalement sur le papier il est meilleur. Enfin, il est meilleur, il est censé plus gagner, quoi. Bref, voilà. Un TCG, ça reste un jeu de chance. Donc, bien sûr, il y a aussi un peu la chance de piocher les cartes à un instant T. Mais vu que c'est principalement des statistiques, c'est normal que de temps en temps ça marche pas. Mais la majorité du temps, ça va marcher. En gros. En gros, c'est ça. C'est exactement comme se dire bah, je mets 12 T1, 12 cartes de tour 1 jouables au tour 1 pour être sûr, pour augmenter mes chances d'en piocher une. Hein, en gros, on passe avec 12 T1, je crois qu'on passe les 90% de chances d'avoir un T1 dans notre main de départ après Mulligan. Donc main de départ ou après Mulligan et on dépasse les 90% de chances d'avoir un T1.
Bon, bah, normalement, voilà, je suis censé avoir des T1 tout le temps. Bah, des fois, ça arrive pas, parce qu'on des fois, on tombe dans ces 10% où ça marche pas. Donc, sur 100 parties, bah, il y a peut-être 10 parties où on va pas avoir de tour 1, en fait. C'est voilà, c'est des statistiques. Donc, pour que les statistiques soient réalistes, il faut surtout voir sur le long terme, nous dit Armanos. Oui, tout à fait vrai. Mais vu qu'on est là pour progresser, on va faire beaucoup de parties, on va essayer d'aller jouer contre les meilleurs joueurs. Donc, il faut penser statistique. T'es obligé. Tu peux pas penser sur la chance. Tu peux pas compter sur la chance pour gagner. On arrive à un niveau de jeu où les statistiques rentrent forcément en ligne de compte. Et il faut forcément les prendre en compte. Voilà, bref. On a bien vu, hein, Arnaud, par exemple. Arnaud. Ah non, non, mais j'allais dans ton sens. Oui, oui, ouais, ok. T'as tout à fait. Bah, on est d'accord, on est d'accord. Je me suis noté Arnaud contre Madi en finale du PQ de Tour. Arnaud qui pioche 3 fois de suite pour ces 6 cartes là et 3 fois des cartes horribles. Donc il a pioché 3 fois de suite des cartes qui l'intéressaient absolument pas. Et du coup, ça a évidemment joué dans sa finale, donc ça c'est dommage. Mais s'il en est arrivé là, c'est-à-dire que probablement que toutes ces games avant, il n'a pas eu ce problème-là, et en fait c'est juste là, la game où c'était important, bah, c'est arrivé une fois, mais en gros, il fait en sorte que ça n'arrive pas, quoi. Ou le moins possible. Bon, là c'était pour parler de la chance et des statistiques juste de pioche, mais quand il joue une carte, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Bref. Voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet de s'entraîner pour progresser. J'ai fait, à mon sens, un peu le tour, en tout cas, de ce que je voulais dire. Si dans le chat, vous voulez rajouter des choses, c'est le moment. On va parler avec Guillaume maintenant. Enfin, je vais l'appeler et on va regarder ça. Et en fait, moi, ce que je veux maintenant, et d'ailleurs, je vais euh, arrêter l'enregistrement ici d'ailleurs. Et si vous voulez aller voir l'exemple d'entraînement qu'on pourrait faire, alors on va essayer de vous montrer un exemple d'entraînement qu'on pourrait faire avec Guillaume voilà, pour vous montrer un petit peu ce genre de session. Si jamais vous avez jamais vu ça, on va pouvoir un petit peu vous montrer ça. Et du coup, bah, regardez, allez voir la rediff si jamais vous voulez voir ça. Allez voir la rediff du live sur YouTube évidemment. C'est le Star Wars Unlimited Talk numéro 55. Voilà, si jamais vous êtes sur YouTube, vous pourrez aller regarder ça en replay. Moi, je vous fais des bisous pour YouTube et à la prochaine. Ciao, ciao.